Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Quels sont les facteurs de risque de fibromyalgie? C'est une question qui m'a été posée par plusieurs internautes. Je vous présente des facteurs de risque. Ce sont des facteurs de risque. Ce n'est pas un automatisme si vous dites, si vous avez répondu oui ou si vous avez tous ces facteurs de risque que vous allez avoir la fibromyalgie, mais comme on ne comprend pas tout dans la fibromyalgie, d'avoir des facteurs de risque, ça nous aide à mieux réfléchir à tout ça, à mieux comprendre et même pour soi-même, ça peut nous donner des indications aussi, peut-être même dans les stratégies thérapeutiques. C'est tiré d'une étude scientifique et réalisée auprès de 138 617 personnes. Vous avez le titre de l'étude. Et c'est toujours la même chose, hein, vous pouvez les trouver souvent même gratuitement sur le web. En lisant le résumé, déjà, ça vous donne une bonne idée. C'est quand même en général assez facile à comprendre. Donc, les facteurs de risque, je vous les présente. Premier facteur de risque, et ils ne sont pas dans un ordre d'importance, je vous les présente dans cet ordre-là. Donc, l'arthrite rhumatoïde, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, hein, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire, et lorsqu'on a de l'arthrite rhumatoïde, on est plus à risque d'avoir de la fibromyalgie. C'est pas systématique. L'arthrose, l'usure prématurée des cartilages et aussi des surfaces articulaires et parfois aussi de l'ossature, ça augmente le risque de fibromyalgie. Un autre facteur de risque aussi, le syndrome du côlon irritable, ça va parfois même ensemble. On a le syndrome du côlon irritable et on a aussi la fibromyalgie. Peut-être que vous vous reconnaissez aussi lorsque vous voyez ce facteur de risque. Un autre facteur de risque, l'utilisation marquée du paracétamol. Ici, on va plutôt dire l'acétaminophène. Je ne sais pas chez vous, dans votre coin de la planète, comment on appelle le paracétamol ou l'acétaminophène, ou si vous utilisez d'autres termes dans la vie de tous les jours. Mais donc, de surutiliser, ça augmente le risque. Et ce n'est pas un lien de causalité. Ce n'est pas parce que vous en prenez beaucoup que vous allez développer la fibromyalgie. Ce sont des associations qu'on a fait, ce sont des facteurs de risque lorsqu'on observe qu'une personne en fait une utilisation marquée. Et un autre facteur de risque, et celui-là, il est intéressant à mes yeux, en tout cas, la condition socio-économique plus difficile. Et on peut poser la question, est-ce que c'est vraiment le fait d'être dans une situation financière, socio-économique plus difficile? C'est un enjeu important dans tous les enjeux de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. On est plus à risque et je voulais qu'on entre un peu plus dans le détail de ce facteur de risque. C'est important parce que sinon, ça ressemble presque pas à un jugement de valeur, mais on n'est pas très loin. Je trouve que c'est intéressant d'entrer dans le détail et là, ça concerne tout le monde. Une probabilité plus élevée d'exercer un travail physiquement exigeant. Si j'ai fait de longues études, si j'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement plus fortuné, avec plus d'outils, plus d'accès à plein de choses, notamment aux soins de santé, mais j'ai moins de chances de faire un travail physiquement exigeant. Et de faire un travail physiquement exigeant, ça augmente le risque de fibromyalgie. Des difficultés accrues à accéder et à utiliser efficacement les services de santé. Donc, si je suis dans un milieu défavorisé, pour prendre ce terme-là, je n'ai pas étudié longtemps, peut-être que je ne sais pas lire, ça sera beaucoup plus difficile pour moi, notamment d'avoir accès, d'utiliser efficacement les services de santé. Ici, au Québec, maintenant, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur le web. Donc, si je n'ai pas accès au web, si je ne sais pas lire ou je ne lis pas très bien, ça sera plus difficile. Si je viens d'un pays, non pas d'un pays, mais d'un quartier, par exemple, plus défavorisé, ça sera plus difficile.
Un autre élément, toujours dans le même axe, hein, le lien avec le statut socio-économique, une exposition accrue à des niveaux élevés de stress chronique, ça a été bien démontré. Lorsqu'on vit dans un quartier qui est moins favorisé, il y aura plus de stress chronique, peut-être plus de violence, peut-être plus de bruit, peut-être moins de parcs, moins d'espaces verts. Je dis peut-être, mais la science a vraiment démontré qu'il y a des liens avec les quartiers défavorisés qu'on néglige collectivement et donc les niveaux de stress sont plus élevés. Un niveau de stress plus élevé augmente le risque de fibromyalgie, de stress chronique et des ressources limitées pour faire face au stress chronique. Je donnais l'exemple des parcs, des espaces verts dans les quartiers moins favorisés. C'est bien démontré, il y a moins d'espaces verts. Il y a moins d'endroits où on peut aller faire du sport, par exemple, bouger. Et là, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais c'est lié aussi à la difficulté d'accès à ces ressources pour faire face au stress chronique. Alors, lorsqu'on se dit que c'est lié à la situation socio-économique, c'est vrai, ça a été démontré, mais si on va creuser un peu plus, on peut trouver des éléments beaucoup plus concrets sur lesquels on peut avoir accès. Sinon, ça devient un peu décourageant pour les gens qui sont dans des situations socio-économiques plus difficiles. Alors, on peut travailler peut-être plus spécifiquement sur le stress chronique, sur l'accès aux ressources, sur l'accès aux soins de santé, sur le fait d'avoir un travail qui est peut-être moins physiquement exigeant si c'est possible. Mais ce sont des facteurs de risque de la fibromyalgie. Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous en ajouteriez des facteurs de risque? Mais ça nous donne quand même une idée de ce qui peut être lié à la fibromyalgie. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo, ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.